Tout l'a dit avant même que nous terminions nos études. Il disait, il n'est pas facile d'être le Zaïre. Il l'a dit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce que ceux qui viendront après nous vivront. D'où la nécessité de se doter d'une armée forte et dissuasive qui puisse faire réfléchir ceux qui croient qu'ils peuvent venir ici se servir sans contrepartie de nos ressources en utilisant certains de nos frères pour créer cette déstabilisation qui permet cette cueillette sans contrepartie de nos ressources. En tout cas, le mouvement rebelle qui pose le plus de problèmes, c'est le M23. Exact. Débouté en 2013 sous Kabila. Oui. Qui réapparaît maintenant. Comment vous expliquez cela? Et je repose ma question. Ils ont été comment un mouvement qui a été défait par Kabila à son époque peut aujourd'hui ressurgir de nulle part et faire autant de mal que de faire? Nulle part, non. Bon, de nulle part ou de quelque part. Ils ressurgent ils ont été dormants au Rwanda. Et Cela vient de l'Ouganda, selon certaines informations. Que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, ils ont été dormants à l'Est, dans certains pays. Aujourd'hui, le Rwanda les a remis en mouvement. Et c'est ce que nous reprochons à notre voisin rwandais. Parce que le Rwanda, nous ne le changerons pas d'adresse. Mais le Rwanda doit savoir que nous non plus, nous ne changerons pas d'adresse. Nous serons toujours là. Le Rwanda sera toujours là. Et comme l'a dit le président à Luanda, je crois, c'est le ministre Lutundula qui l'a rappelé, notre continent n'a plus besoin de conquérants. On n'a plus besoin d'Adolf Hitler. On n'a plus besoin de Mussolini. On a besoin de gens qui construisent des passerelles entre les peuples en Afrique pour construire le développement et l'émergence. Là, ce sont les bonnes intentions, mais vous savez qu'entre États, il y a que des intérêts qui priment. Alors, s'il y a des gens... Non, c'est ça un peu, on nous reproche cette naïveté-là, de penser que tout le monde est beau, tout le monde est bien, et qu'on peut vivre en paix, et après on se fait marcher dessus. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais pensé. J'ai toujours dit que nous sommes victimes de ces gens qui convoitent nos richesses et qui n'ont pas l'honnêteté de pouvoir faire du commerce avec nous. Le business, c'est le business. Tu prends, tu payes et tu prends. Mais ici, ils veulent prendre sans contrepartie et j'ai toujours dénoncé cela. Comment se comporter face à ces gens-là? Ils sont pas tendres envers nous. Il faut une armée dissuasive. Donc, il faut une armée capable de pouvoir leur faire entendre raison. Vous pensez que ces gens-là vont nous attendre, vont attendre à ce que la RDC puisse se réformer, restructurer son armée? Ils ne vont pas attendre parce qu'ils sont déjà chez nous. Voilà. Parce qu'ils nous attaquent. Quoi? Mais alors nous n'allons pas attendre qu'eux aussi aient pris notre pays pour nous donner les moyens de leur répondre. C'est pourquoi la réforme de l'armée doit se poursuivre sans attendre. La loi de programmation militaire, les recrutements. Personnellement, je viens d'envoyer une centaine de jeunes de mon parti. C'est autant d'électeurs en moins dans l'armée. La semaine passée, nous avons organisé une cérémonie avec des listes de jeunes. Hein, des volontaires, bien sûr, qui vont à l'armée. Nous avons lancé cette campagne et nous créons un cadre pour les mettre à la disposition de l'armée. Et il faut que cela se multiplie un peu partout dans le pays, parce que ce pays a besoin d'une armée peut-être de 600 000, de 700 000, 800 000 hommes pour pouvoir le défendre et défendre ses ressources des convoitises qu'elle suscite dans le monde entier. Plus la quantité que la qualité, c'est aussi ça. Oui, même la quantité peut jouer, c'est important, même la quantité peut jouer. Actuellement, on retrouve sur le sol congolais plusieurs armées. On met de côté la MONUSCO quand même qui représentait déjà plusieurs nationalités venues de partout à travers le monde. Maintenant, c'est plusieurs armées africaines, le KSDF, les Uganda, les UPDF, tout ce monde en République démocratique du Congo, on a cédé une partie de la souveraineté de notre pays. Non, madame, on n'a pas cédé une partie de la souveraineté parce que lorsqu'une armée est dans notre pays pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, je ne vois pas où est la cession de souveraineté. Il y a en Europe des forces de l'OTAN, des forces américaines qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont partout, qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont en Allemagne, sans que l'on parle de cession de souveraineté belge, allemande ou française aux États-Unis. C'est la coopération qui existe entre États qui ont une même façon de percevoir les choses. Ils sont là pour une période donnée, pour une mission donnée, et ils vont partir.
lorsque Quand nous on leur ne sait demanderons. pas, la C'est nous qui MONUSCO demanderons qu'ils partent et ils vont partir. donc peu importe, c'est nous, C'est nous qui avons décidé qu'ils soient là et c'est nous qui déciderons qu'ils partent. Et ils n'ont jamais eu la prétention de nous imposer quoi que ce soit. Quoi que ce soit, l'armée, on parle de cette multitude d'armées africaines sur le sol congolais. N'est-ce pas là le bon moment de dire que l'état des sièges était un échec? Ou c'est un échec? À quoi ça sert d'avoir un état des sièges si on est envahi, je sais pas envahi, ou on est soutenu actuellement par les armées étrangères? Mais il n'a jamais été décrété que l'état de siège en lui-même constituait une panacée. L'état de siège, c'est des moyens qu'un État se donne, tout comme le recours, justement, au soutien des forces de ces organisations régionales auxquelles nous appartenons. Ce sont des moyens que nous avons le droit d'utiliser pour nous rendre plus aptes à croître notre aptitude à résister dans l'état où se trouvent nos forces armées à ces offensives terroristes qui nous mettent à mal. Donc l'État peut décider de confier l'administration de certaines parties de son territoire à l'armée, c'est ça l'état de siège. Et en même temps faire venir les armées étrangères. Oui, pourquoi pas. Plusieurs moyens peuvent être utilisés. La loi le permet. Oui, absolument. Personne n'interdit que lorsqu'il y a état de siège, on ne puisse pas faire venir une armée étrangère. Où est-ce que c'est écrit? Tous les moyens doivent être utilisés pour que nous puissions recouvrer la totale intégrité de notre territoire. Il y a le front militaire, il y a le front diplomatique, il y a le front médiatique, Lambert Mene. On va Tout très bientôt terminer. On va parler à un ancien porte-parole du gouvernement. Vous étiez là en 2013. Est-ce qu'actuellement vous trouvez que face à l'agression rwandaise via le M23, l'actuel gouvernement, l'actuel porte-parole utilise le bon mot, il a le bon ton? Je préfère ne pas juger ceux qui m'ont remplacé au ministère de la Communication, madame. Ce serait trop pédant de ma part, comme si j'avais la science infuse au niveau de la communication et que je veux leur donner des leçons. Jusqu'à présent, je vois une diplomatie qui est en marche et qui a abouti à des résultats que l'on voit. Jusqu'à présent, je vois une action de communication qui est déclinée vis-à-vis de la population. Je souhaite qu'elle puisse se démultiplier. C'est même le sens aussi de cette émission que nous sommes en train de faire. Et je ne peux que les encourager à aller plus loin. Et ce n'est pas le moment de donner des leçons aux gens. Mais quand même, médias, vous pensez que les médias congolais font ce qu'il faut par rapport pour assurer ce front médiatique? Il y a un effort qui est fait, mais qui n'est pas encore suffisant, à mon avis. Encore que maintenant, les médias sont sérieusement contrebalancés par les fameux réseaux sociaux où vous avez à boire et à manger, où n'importe qui peut se substituer à des professionnels qui peuvent faire passer un message, ou même l'ennemi peut intégrer. Il y a des postings que je lis qui, en ce qui me concerne moi, viennent nécessairement des groupes ennemis qui essayent de déstabiliser mentalement, spirituellement notre opinion publique face à la nécessité d'être mobilisé comme un seul homme derrière les forces armées de la République contre cette agression totalement inacceptable pour notre peuple. Et il y a d'un côté le média, vous avez parlé des journalistes professionnels. Comment un journaliste, on parle pas de jugement, comment un journaliste congolais peut se comporter pendant cette période où le pays est agressé? Doit-il accorder la parole aux agresseurs? Il peut pas. Comment il doit se comporter pour être un peu patriote, à votre avis? Je peux les inviter à regarder un peu du côté des pays, par exemple, européens aujourd'hui, face à ce que ces Européens considèrent comme l'agression de la Russie contre l'Ukraine, que je considère un peu comme une guerre entre la Russie et l'OTAN. Est-ce que vous voyez, vous, des journalistes en France, en Belgique, aux États-Unis, donner la parole à la Russie? Je n'ai pas cette impression. Sinon, pour déformer tout ce qui vient de là, c'est du patriotisme. Cela s'appelle patriotisme, tout simplement. Le pays est agressé, il faut se mobiliser pour mettre fin à l'agression. On n'est pas en campagne électorale, on est en train d'essayer de résister à une agression militaire. C'est très important.
Tant que les journalistes n'auront pas cette conscience-là, tous, je ne dis pas que tous se comportent mal, mais tant qu'ils n'auront pas cette conscience-là et qu'ils banalisent une agression et qu'ils en font, je ne sais pas, quelque chose de semblable à un match de football ou de volleyball, je pense que nous n'aurons pas cet apport que nous attendons de leur part en termes de sensibilisation et de mobilisation d'une opinion d'un pays victime d'une agression depuis plus d'un quart de siècle. Mais pendant ce temps, ce sera les médias étrangers qui vont s'y donner à cœur joie, donner la parole à nos détracteurs, que nous allons un peu relayer d'une manière ou d'une autre à travers nos questions, à travers des émissions. C'est aussi la difficulté que ressentent certains journalistes, moi y compris. On fait comment? Ben, je crois qu'il faut se mobiliser davantage, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Il faut ressentir cette agression contre ce pays comme une agression contre soi-même. Si on minimise cela et qu'on se dit que c'est une affaire des Nord-Kivusiens, que c'est une affaire des gens de l'Ituri, que ça ne me concerne pas, puisque je suis du Kwango, parce que je suis du Sankuru, parce que je suis du Haut-Katanga, je pense que l'ennemi trouvera toujours par où passer pour nous affaiblir davantage. Lambert Mende, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est moi. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. En attendant, prenez soin de vous.